Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude. On va passer en revue ensemble les gestes de base, les réflexes à avoir dans plein de situations différentes du quotidien. Que ce soit une petite coupure en cuisinant, une piqûre de méduse, à la plage ou des situations bien plus graves, savoir quoi faire et surtout quoi ne pas faire, ça peut faire toute la différence. C'est le genre de connaissances qu'on devrait tous avoir dans un coin de notre tête, prêtes à être dégainées si jamais le besoin s'en fait sentir. On sous-estime souvent l'impact qu'un simple geste peut avoir. Maintenant, attention, petit disclaimer super important avant de commencer. Cette vidéo, c'est une introduction, une sensibilisation. Elle a pour but de vous donner des bases solides, des réflexes essentiels. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, elle ne remplace absolument pas une formation officielle de secourisme, comme le PSC1 par exemple. Ces formations sont dispensées par des professionnels, avec de la pratique sur des mannequins, des mises en situation. C'est irremplaçable. On va décortiquer ensemble, pas à pas, plusieurs scénarios courants. Que vous sachiez comment réagir face à une piqûre de méduse pendant vos vacances, une brûlure en préparant des pâtes, ou un étouffement lors d'un apéro entre potes. On va essayer de rendre ça clair, simple et mémorisable. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et dans ce cas précis, c'est le pouvoir de sauver une vie. Allez, c'est parti! La piqûre de méduse, c'est le cauchemar des vacances. Si ça vous arrive, restez calme. Rincez la zone à l'eau de mer, jamais à l'eau douce, puis retirez les filaments avec une pince à épiler ou du sable et une carte rigide. Oubliez l'urine ou l'alcool, ça aggrave la situation. Si la douleur persiste, appliquez du chaud, surveillez la zone et consultez si besoin. Profitez à nouveau de la plage. Une brûlure, ça arrive vite. Un plat trop chaud, une éclaboussure d'huile, un fer à lisser, la règle d'or. Refroidir immédiatement sous l'eau froide à 15 degrés, pendant 15 minutes. N'arrachez pas les vêtements collés, retirez les bijoux et surtout, ne percez jamais les cloques. Protégez la brûlure avec un pansement stérile et surveillez-la. Ces gestes simples limitent les dégâts et favorisent une bonne cicatrisation. L'étouffement, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il faut agir vite, chaque seconde compte. Si la personne ne peut ni parler, ni tousser, ni respirer, c'est une urgence vitale. Donnez jusqu'à 5 claques fermes dans le dos, puis, si besoin, passez à la manœuvre de Heimlich. Placez-vous derrière, poing au-dessus du nombril, et tirez vers vous et vers le haut. Appelez les secours. Continuez sans relâche jusqu'à ce que la personne respire ou que l'aide arrive. L'entorse, c'est le classique des accidents du quotidien. Cheville ou poignet, ça fait mal, ça gonfle, parfois ça devient bleu. Retenez le protocole GREC. Glace, repos, élévation, compression. Arrêtez tout, appliquez du froid, surélevez le membre et mettez un bandage léger. Ces gestes simples soulagent, limitent le gonflement et accélèrent la guérison. Souvenez-vous du GREC. Une coupure, ça arrive à tout le monde. Pour éviter l'infection, lavez-vous les mains, nettoyez la plaie à l'eau, séchez, puis désinfectez. Si ça saigne, comprimez avec une compresse. Protégez ensuite avec un pansement adapté. Consultez un médecin si la coupure est profonde, saigne beaucoup ou montre des signes d'infection. Le coup de chaleur, c'est grave. Le corps surchauffe, comme un moteur en panne. Les signes, fatigue extrême, peau rouge et sèche, confusion, accélération du cœur et de la respiration. Agissez vite, mettez la personne à l'ombre, rafraîchissez-la, hydratez-la doucement et appelez les secours. C'est une urgence vitale, ne prenez aucun risque. L'évanouissement, ou syncope, c'est une perte de connaissance brève et soudaine, souvent causée par une baisse de sang au cerveau. Si quelqu'un pâlit, vacille ou dit « je ne me sens pas bien », allongez-le et surélevez ses jambes. Restez calme, vérifiez qu'il respire, desserrez ses vêtements, donnez-lui de l'air. S'il ne reprend pas vite conscience ou si la situation vous inquiète, appelez les secours. On arrive maintenant à un grand classique de la cour de récré, le fameux saignement de nez, ou épistaxis pour ceux qui veulent briller en société. Ça arrive à tout le monde, après un petit coup, à cause de l'air sec, ou parfois sans aucune raison apparente. C'est souvent plus spectaculaire que grave, mais ça peut être angoissant, surtout pour les enfants. Et c'est là qu'intervient l'une des plus grandes légendes urbaines des premiers secours. Un mythe transmis de génération en génération, la fameuse technique de la tête penchée en arrière. On l'a tous fait ou vu faire. Eh bien les amis,
je suis là pour vous annoncer que c'est une très mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? C'est simple. Quand vous penchez la tête en arrière, le sang ne s'arrête pas de couler comme par magie. Non, il continue de couler, mais au lieu de sortir par le nez, il part directement dans votre gorge. Vous allez donc l'avaler. Déjà, d'un point de vue gustatif, c'est pas top, on est d'accord. Mais surtout, le sang peut irriter l'estomac et provoquer des nausées, voire des vomissements. Et le pire, c'est que le sang peut aussi faire une fausse route et passer dans les voies respiratoires, ce qui peut entraîner un risque d'étouffement. Donc, s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes, on oublie cette technique de grand-mère. C'est contre-intuitif, je sais, on a l'impression qu'en penchant la tête en avant, on va en mettre partout. Et oui, c'est possible, mais c'est infiniment plus sûr. La priorité n'est pas la propreté du sol, mais la sécurité de la personne. On veut que le sang s'évacue vers l'extérieur, pas vers l'intérieur de l'organisme. C'est un principe de base en secourisme. On laisse les fluides s'écouler naturellement quand c'est possible et sans danger. C'est la première chose à corriger dans nos réflexes. La science et la médecine sont formelles. La tête doit être penchée en avant. Donc on retient tête en avant, toujours. Maintenant qu'on a débunké le mythe, voyons la bonne procédure, étape par étape. Premièrement, comme on vient de le dire, on fait asseoir la personne et on lui demande de pencher légèrement la tête en avant. Pas besoin de se plier en deux avec le nez entre les genoux. Juste une légère inclinaison suffit pour que le sang s'écoule vers l'extérieur et non dans la gorge. On lui demande de respirer calmement par la bouche. Le calme est important, car le stress peut augmenter la pression artérielle et donc le saignement. Deuxième étape, et c'est le geste qui va vraiment arrêter le saignement. La compression. Avec le pouce et l'index, on va pincer la partie molle du nez, juste en dessous de l'os. Il faut appuyer assez fermement, de manière continue. Le but est de comprimer les petits vaisseaux sanguins qui sont à l'origine du saignement, pour les aider à former un caillot. C'est le même principe que lorsqu'on appuie sur une coupure au doigt. On maintient cette pression pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on évite de vérifier toutes les 30 secondes si ça saigne encore. Si on relâche la pression, on empêche le caillot de se former correctement et on repart de zéro. Donc on reste patient, on continue de respirer par la bouche et on attend. On peut aussi appliquer une compresse froide ou un sachet de glaçons enveloppé dans un linge sur l'arête du nez. Le froid va provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont se resserrer, ce qui va aider à ralentir et à arrêter le saignement. C'est un petit plus qui peut accélérer les choses. Au bout des 10 minutes de compression ininterrompue, on peut relâcher doucement la pression. Normalement, le saignement devrait s'être arrêté. Si ce n'est pas le cas, on recommence la procédure pour 10 minutes supplémentaires. Si après 20 minutes de compression, le saignement est toujours abondant, ou si le saignement est dû à un choc violent à la tête, ou si la personne prend des médicaments qui fluidifient le sang, alors il faut consulter un médecin ou appeler les secours. Dans la grande majorité des cas, cette méthode simple suffit amplement à régler le problème. Et voilà, vous êtes maintenant un pro du saignement de nez. Aujourd'hui, on parle de la fameuse piqûre d'insecte. Que ce soit une abeille ou une guêpe, ça fait mal, ça gonfle et ça gratte. Si un dard reste, surtout ne le pincez pas. Utilisez une carte pour le retirer sans presser. Nettoyez la zone à l'eau et au savon, puis appliquez du froid pour calmer la douleur. Surveillez la réaction. Si ça gonfle beaucoup ou si vous avez du mal à respirer, appelez les secours. Face à une crise d'épilepsie, ne paniquez pas. Ne tentez pas d'arrêter la crise ou de mettre quoi que ce soit dans la bouche de la personne. Protégez-la simplement en écartant les objets dangereux autour d'elle et, si possible, glissez un coussin sous sa tête. Quand la crise s'arrête, placez-la en position latérale de sécurité et restez à ses côtés. Si la crise dure plus de 5 minutes ou si la personne se blesse, appelez les secours. Allez, on termine avec un autre petit parasite qu'on adore détester, surtout après une balade en forêt ou dans les herbes hautes, la tique. Cette petite bestiole de la famille des acariens et des minuscules, mais elle peut être porteuse de maladies pas cool du tout, comme la maladie de Lyme. Du coup, quand on en trouve une plantée dans sa peau, l'objectif est double. La retirer entièrement et le faire correctement pour ne pas augmenter les risques de transmission de bactéries. C'est une opération qui demande un peu de précision et le bon outil. Oubliez les vieilles méthodes de grand-mère, comme mettre de l'éther, de l'huile ou la brûler. C'est le pire truc à faire. Pourquoi ?
Parce qu'en agressant la tique de la sorte, vous la faites stresser. Et une tique stressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle régurgite. Elle vous vomit littéralement dans le sang tout ce qu'elle a dans son estomac, y compris les éventuelles bactéries pathogènes comme la Borrelia, responsable de la maladie de Lyme. Donc, en voulant bien faire, vous augmentez massivement le risque d'infection. C'est contre-productif au possible. On veut retirer la tique vivante et sans la stresser. C'est un peu comme désamorcer une mini-bombe bactériologique, il faut être délicat. L'outil parfait pour cette mission, c'est le tire-tique. C'est une sorte de petit pied de biche en plastique, ça coûte 3 fois rien en pharmacie, et c'est indispensable dans sa trousse de secours si on aime la nature. On vient glisser le crochet du tire-tique de chaque côté de la tique, au plus près de la peau, pour bien l'englober sans l'écraser. On veut vraiment passer sous son corps pour attraper la tête, ou plutôt le rostre, la partie qui est plantée dans la peau. C'est crucial de ne pas appuyer sur l'abdomen de la tique, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on ne veut pas qu'elle régurgite. Une fois que le tire-tique est bien en place, le geste magique, c'est la rotation. On va tourner doucement l'outil, comme si on dévissait une vis, toujours dans le même sens. On ne tire pas d'un coup sec vers le haut. En tournant, les crochets du rostre de la tique vont se détacher naturellement de la peau. Après 2 ou 3 tours, hop, la tique vient toute seule, entièrement. C'est super satisfaisant. On vérifie bien qu'elle est entière et que la tête n'est pas restée dans la peau. Si un petit point noir reste, pas de panique, le corps l'expulsera souvent tout seul comme une écharde. L'important, c'est d'avoir retiré le corps et l'appareil digestif de la bestiole. Voilà, la tique est retirée. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Maintenant, il faut nettoyer la zone. On prend un bon désinfectant, du type chlorhexidine ou autre antiseptique, et on désinfecte soigneusement la petite plaie laissée par la morsure. C'est une étape importante pour éliminer les germes qui auraient trop pu se trouver sur la peau ou qui auraient été déposés par la tique juste à la surface. On veut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter une infection locale. Une fois que c'est propre et désinfecté, le plus important commence, la phase de surveillance. Cette surveillance va durer 1 mois. Oui, 1 mois entier. C'est le temps qu'il faut pour voir apparaître les éventuels premiers signes de la maladie de Lyme. Notez bien la date de la piqûre et l'endroit sur votre corps. Vous pouvez même prendre une photo, ça vous aidera à vous en souvenir, et ça sera une information précieuse pour un médecin si besoin. C'est un peu contraignant, mais c'est vraiment la clé de la prévention. Un petit effort de mémoire pour une grande tranquillité d'esprit. Pendant ce mois, vous allez surveiller la zone de la piqûre tous les jours. Ce qu'on cherche, c'est l'apparition d'une rougeur particulière qu'on appelle un érythème migrant. Ça commence comme une petite plaque rouge autour de la piqûre, qui va ensuite s'étendre de jour en jour en formant une sorte de cercle ou d'ovale. Souvent, le centre de la plaque s'éclaircit, ce qui lui donne un aspect typique de cible. Cette rougeur n'est généralement ni douloureuse, ni prurigineuse, elle ne gratte pas. Si vous voyez apparaître ce genre de lésion, même des semaines après la piqûre, il faut consulter un médecin sans tarder. C'est le signe quasi certain d'une infection par la bactérie de Lyme. En plus de cette rougeur, il faut être attentif à d'autres symptômes qui pourraient apparaître dans les semaines qui suivent. Une fièvre inexpliquée, des maux de tête, une fatigue anormale, des douleurs articulaires ou musculaires qui ressemblent à un état grippal. Tous ces signes, associés ou non à l'érythème migrant, doivent vous alerter. N'hésitez jamais à consulter votre médecin en lui précisant bien que vous avez été. Le choc anaphylactique, c'est le boss final des allergies. Gonflement, urticaire, difficulté à respirer, tout peut s'emballer en quelques minutes. Si la personne a un stylo auto-injecteur, utilisez-le sans attendre, même à travers les vêtements. Appelez immédiatement les secours. Allongez la victime, rassurez-la et surveillez-la jusqu'à l'arrivée des professionnels. Votre réactivité peut lui sauver la vie. Et voilà, on arrive à la fin de ce guide des premiers secours. On a vu ensemble plein de situations. J'espère sincèrement que toutes ces informations vous seront utiles, même si évidemment, j'espère que vous n'aurez jamais à les utiliser. Comme on l'a vu, la plupart des gestes qui sauvent sont simples et logiques. Le plus important, c'est de garder son calme, d'évaluer la situation, de sécuriser la zone, d'alerter les secours et d'effectuer les premiers gestes en attendant leur arrivée. Vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours, et ce maillon est absolument essentiel. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir. Renseignez-vous sur les formations PSC 1, Prévention et secours civiques de niveau 1, proposées par des organismes comme la Croix-Rouge ou la Protection civile. Ça dure une journée, ça ne coûte pas très cher, et ça vous apprendra à pratiquer les gestes en conditions réelles, sur des mannequins.
C'est une expérience qui vous donnera une confiance incroyable. Pour finir, si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose qui pourrait un jour servir, alors mon but est atteint. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et prenez soin des autres. À bientôt.